Enfin, nous, c'est ça. Dans toutes les écoles du monde, il y a la tricherie. OK. Et je lui demande, la faute à qui? Il me dit, mais la faute aux enfants. Je lui dis, bon, OK. Il y a, disons, 2 milliards d'élèves dans les écoles dans le monde. Et il y a une institution scolaire. Comment tu peux me dire avec autant de sérénité que 2 milliards de personnes ont tort alors que l'école est la raison? Pourquoi le tort doit être automatiquement rejeté aux personnes qui appartiennent à l'institution et non à l'institution elle-même? Tu n'as jamais questionné l'institution. Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas que si la tricherie existe dans tout le monde, les enfants veulent toujours tricher à l'école, c'est que c'est l'institution scolaire qui a un problème. Et là, il a eu un bug. Parce que, en fait, il n'a jamais pu imaginer de remettre en cause l'institution scolaire. Mais le narratif le plus facile, c'est que non, c'est l'enfant qui triche. Et donc, c'est lui le problème, ce n'est pas l'école le problème. Tu vois? La même chose se retrouve dans la famille. Un peu comme le cas qui nous a été cité hier. Le cas de cette dame-là, je crois que c'était Pauline, je ne sais plus. Claudine. Quand elle dit que et ce mois-ci, comme c'est le mois des familles, on doit se réunir, les réunions, le décembre, il faut être en famille. Elle va dans une réunion de famille simplement parce que c'est un rituel qu'il faut respecter. Il faut rester loyal au rituel de la famille. Mais cette famille ne semble pas faire bon accueil ou bon état d'elle-même. Quand elle vient là, c'est comme si, bon, il y a des traumas là, elle ne se sent pas bien, mais comme il faut respecter un rituel, elle ne parvient pas à remettre en cause le fait que cette réunion familiale est plutôt une pourriture pour elle. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Tu vois, l'institution familiale reste sacrée, mais c'est elle le problème. Elle n'imagine pas que non, le problème, en fait, c'est l'institution familiale, ce n'est pas moi. Tu vois, le truc est toujours pris à l'envers. Prenons même en politique. Le problème, c'est les personnes qui pratiquent la démocratie. Ce n'est jamais la démocratie elle-même qui est le problème. Tu vois? Si tu vas dans la religion, tu retrouves la même chose. En fait, c'est ce sujet-là. C'est cette façon qu'ont les institutions, et ici particulièrement l'institution de la famille, mais on peut transposer ça à toutes les autres institutions, à savoir cacher leurs méfaits pour blanchir, pour se présenter comme des anges, les trucs qui sont... Enfin, c'est de ce sujet-là un peu que je voudrais... Je ne sais pas comment toi tu vois ça. Quand on regarde cela, ce sont en fait toute une base de concepts, de choses que nous avons déjà acceptées, avec lesquelles c'est prédéterminé ou bien c'est prédéfini, ou les choses qu'on ne questionne jamais, mais tout le monde s'adhère à cela. Ça entre un peu dans ça. Personne ne questionne, mais tout le monde adhère à cela. Où nous vivons tous sous ces conditions-là, mais personne ne questionne jamais et on ne sait jamais assis pour dire que, OK, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça donc on fonctionne, mais nous tous, on adhère de façon inconsciente à à ces règles-là et c'est comme ça qu'on vit. L'école, comme tu l'as dit, c'est toutes ces institutions-là où elles ont leurs règles. Et parce que ce soit la famille, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'institution scolaire, que ce soit l'institution politique, on voit cette institution-là comme un dieu. Et on nous a appris et fait comprendre que un dieu, on ne questionne pas un dieu. Tout ce qu'un dieu fait est bon. Tout ce qu'un dieu fait, c'est accepté, c'est valable. Donc, ce qui fait que ces institutions-là, même quand elles faillent, elles accusent les adhérents. Donc, même quand l'école merde, elle accuse les adhérents. C'est pareil avec l'institution médicale.
quand elle faille, on accuse le patient, ou bien on accuse telle ou telle personne. Mais elle n'est jamais le problème. Le problème, c'est toujours ceux qui font partie de cette institution, un peu comme tu l'as dit là. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un Dieu. Comment est-ce que tu peux questionner un Dieu? Comment est-ce que tu peux questionner l'école? Tu ne peux même pas questionner l'école parce que si tu commences déjà à questionner une chose, tu vas questionner tout. Mais on ne questionne pas un Dieu. Si tu questionnes l'école, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas éduquer tes enfants? C'est pareil. La famille est vue comme le socle de l'humanité ou bien le berceau vraiment de l'humanité. Comment peux-tu questionner le berceau de l'humanité? Comment peux-tu questionner le socle le plus important? Si tu questionnes et qu'on te rejette de ta famille, mais qui est-ce que tu vas devenir? Donc, c'est tous ces paramètres-là qui font que on n'attaque jamais l'institution, mais toujours des personnes qui sont dans cette institution-là. Et si ça n'a pas marché pour toi, et quand je dis si ça n'a pas marché pour toi, c'est de façon un peu entre parenthèses, parce que ça ne marche pour personne. Mais si toi, tu vocalises tes problèmes, alors ça veut dire que ça ne marche pas pour toi, mais pour nous, nous sommes OK. Parce que nous ne vocalisons pas nos problèmes. Et c'est comme ça donc que beaucoup de personnes continuent à vivre sous cette emprise-là, parce que déjà de un, ils ne connaissent même pas une autre alternative, et de deux, ils se disent que bon, je vais faire comment, je n'ai pas de choix. Et comme tu l'as dit, quand on regarde cette institution-là, surtout la cellule familiale, c'est d'où toute forme de traumatisme naît. C'est où toute forme de violence naît. C'est où toute forme d'abus naît. Les plus grands abus sexuels contre les enfants, cela se passe à la maison. Les plus grands viols chez les filles, cela se passe à la maison. Pareil pour les garçons, enfants, cela se passe à la maison. Donc, il y a toute forme d'abus qui se passe déjà à la maison. Ça commence à la maison. Et parce que on dit c'est ton père, c'est ta mère, on ne questionne pas son père, on ne questionne pas sa mère. Et on va jusqu'à la religion, renforce encore ce point-là où on dit tu dois respecter ton père et ta mère, tout ce que. Et en fait, vu le bloc aussi que nous avons regardé hier, pour un enfant, son parent, c'est son Dieu. Et c'est ça que beaucoup de personnes ont de la peine à comprendre. Pour un enfant, son parent, c'est son Dieu. Ça veut dire que tout ce que son parent fait, inconsciemment, l'enfant est d'accord avec. Inconsciemment, l'enfant ne challenge pas cela parce qu'il se dit, si mon père ou bien si ma mère le fait, alors c'est correct, c'est OK. Et c'est là donc que les abus, toute forme d'abus, naît donc déjà sous le socle familial. C'est comme ça donc que cela se répand un peu partout. Yes. Alors maintenant, la question qu'on peut donc se poser, c'est mais pourquoi? Il y a, par exemple, quand tu décris comme ça, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas dans. Par exemple, tu as parlé des viols sur les enfants comme les garçons comme les filles. Tu as parlé d'un certain nombre d'abus qui se passent Mhm. dans les familles et beaucoup de familles même vont reconnaître qu'il y a des abus dans leur famille, mais beaucoup de personnes vont aussi dire non, dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. Dans ma famille, non, ce n'est pas comme ça. Parce que peut-être dans la sienne, il n'y a pas eu ces viols, par exemple, parce que tu as parlé du viol. Mais Mhm. peut-être il y a eu un autre abus, mais pour lui, c'est pas un abus là-bas. Par exemple, tabasser un enfant, bon, enfin, quand j'utilise le terme tabasser, fouetter un enfant, chicoter un enfant, non, 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 c'est pas un abus, c'est de l'éducation. Violer, ça par contre, oui, ça c'est un abus. Mais il n'y a pas eu ça chez nous, hein, ça chez nous, non, il n'y a pas eu ça. Euh, Comment est-ce que tu expliques, ou du moins, pourquoi qu'est-ce qui fait que ces institutions sont devenues ce qu'elles sont devenues, quoi? Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ne savent pas comment s'est constituée une institution ou bien ne savent pas, je sais pas, je sais même pas comment poser la question. Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui crée cette...
ces abus que nous acceptons de ces instituts sans que nous nous branchions, sans que nous n'osions poser. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de mourir? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être séparé de cette famille, de ces institutions? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état-là, cette léthargie? Il y a plusieurs facteurs. Là, je suis en train de regarder concernant cette violence-là au niveau des enfants à la maison. Et je vois ici l'UNICEF dit environ 40 millions de jeunes enfants dans le monde entier, de façon régulière, expérimentent une violence disciplinaire à la maison. Donc 40 millions. Donc environ 0, si on prend, OK, on dit le monde, il y a environ 8 milliards. 40, c'est combien? 0,5. Attends, ça fait 8 millions. 0,5. 40 millions de... Oui, 0,5%. Donc, ça veut dire 0,5%. Bon, ça, c'est concernant. Bon, là, il va falloir voir. Bon, j'ai pris sur 8 millions, mais il y a combien d'enfants dans le monde? Il va 8 falloir milliards. voir. Mhm. Donc, 8 milliards de personnes, mais pas d'enfants. Oui. Il y a 8 milliards de personnes, mais pas d'enfants. Donc, essayez de voir sur ces Bon, 8 si on milliards. divise ça par deux, il peut avoir combien? Il peut avoir plus d'enfants que de trucs, je sais pas. Je pense qu'il y a plus d'adultes que d'enfants. Hmm. Bon, ok, si on fait un rapport en deux, ça fait quand même 1% d'enfants, hein. Ça fait quand même 1% d'enfants. Parce que si ça va faire 4 milliards, donc tu vas faire 40 millions divisé par 4 milliards. 4 milliards, ça va faire 1%. 40 millions, c'est 1% de 9% de des 4 enfants dans le milliards. monde subissent une violence à la maison, donc dans le foyer conjugal. Et la raison, il y a plusieurs, on peut citer plusieurs, mais tout cela revient, le bottom line, comme on le dit souvent, la base, c'est un problème d'éducation déjà pour les parents. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, un parent qui bat, qui fouette son enfant, et il va te dire que non, 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 ça ce n'est pas un abus, ça c'est l'éducation, j'éduque mon enfant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que lui-même, on l'a éduqué. Donc ça veut dire, son éducation, sa connaissance qu'il connaît de l'éducation, c'est le fouet. Et par conséquent, qu'il est en train de faire cela, pour lui, c'est non, non, je suis en train de bien faire. Et on pourra aussi continuer comme ça jusqu'à dire, quelqu'un qui a été abusé, violé à la maison, cette personne-là pourrait aller jusqu'à croire que bon, c'est une bonne chose, c'est bien parce que on m'a fait cela à moi, donc si je fais aussi cela à mon enfant, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc il y a déjà ce point-là d'éducation déjà du parent, parce que ce que le parent est, ce n'est que le résultat de son éducation. Et cette éducation-là qu'il est, c'est ça aussi qu'il va donner à son enfant. Donc ça veut dire qu'il y a déjà ce point-là fondamental de l'éducation du parent. Et l'autre point aussi, comme toute institution, on ne questionne pas. Parfois, c'est interdit même de questionner certaines choses. Ce qui revient toujours à un manque d'éducation, mais sur un autre aspect, un autre volet où on interdit de questionner certaines choses. Ou un parent fait quelque chose, quand l'enfant demande, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que on fait ça comme ça, parce que j'ai dit que c'est comme ça. Donc, il y a donc tout cet aspect-là où, déjà, comme nous discutions aussi hier, où chaque parent, parce qu'il a subi cet abus-là lui-même, d'une manière ou d'une autre, transmet cela à son enfant parce qu'il dit, c'est comme ça aussi que moi, on m'a traité. C'est comme ça aussi que moi, on m'a traité. Et toutes ces personnes-là, quand on te traitait comme ça, comment est-ce que tu as trouvé ça? Je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié, je le détestais. Mais pourquoi tu le fais à ton enfant? Parce que moi aussi, on m'a traité comme ça. Et c'est comme ça que les personnes vont t'expliquer cela. Demande à toute personne que quand tu étais jeune, quand on te fouettait, quand on te punissait, quand on te mettait à genoux, est-ce que tu appréciais cela? Tout le monde va te dire non. Mais maintenant, tu demandes, OK, mais pourquoi est-ce que tu fais cela à ton enfant? On va dire, mais parce que moi aussi, on m'a traité comme ça. Je dois le... Mais ils ajoutent même, parce qu'on m'a traité comme ça, mais en plus, ça ne m'a pas tué, ça m'a rendu une bonne personne. Ça, c'est la pire des choses.
Où on dit, ouais, mais moi, on m'a traité comme ça, ou regarde comment je suis devenu, regarde qui je suis devenu aujourd'hui. Quand tu regardes la personne, OK, qu'est-ce que tu es devenu? La seule réponse qu'on te donne, c'est que je suis une bonne personne. Et tu juges ça comment? Que tu es une bonne personne. Tu te bases sur quoi pour dire que tu es une bonne personne? Tu es là, tu es alcoolique, la cigarette, tu payes à peine tes factures, euh, tu te bases sur quoi? Même si tu parviens à bien payer tes factures. Mais la majorité n'arrive même pas déjà à payer leurs factures vraiment bien. Et on te dit non, 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 je suis une bonne personne. Tu te bases sur quoi en fait? C'est quelle mesure d'unité que tu utilises pour dire je suis une bonne personne? Mais on justifie cela en utilisant cela on utilise cela pour justifier ses actions. Et comme dans la société, on ne questionne pas cet aspect-là. Cet aspect de non, c'est le bien. Je fais du bien. C'est quelque chose qu'on ne questionne pas dans la société. Je fais ça pour ton bien. Non, ce que je fais est bien. On ne questionne pas ça dans la société parce que déjà, dès que quelqu'un dit, ou bien cet aspect de la religion, quand on parle de Dieu, la religion, tout ça, le bien, je fais du bien, tout ça, ce sont des aspects qu'on ne questionne pas. Pareil comme l'école, la famille, ce sont les choses qu'on ne questionne pas. Donc, dès que quelqu'un dit, je fais ça pour la famille, je fais ça parce que c'est bien, je fais ça parce que dans notre religion, on parle de cela comme ça, alors, terminé. Plus de questionnement. Ouais. Je pense que, en plus de ça, parce que, ou bien je m'interroge aussi, je m'interroge, est-ce qu'en plus de ça, il n'y a pas le fait que les gens ignorent déjà d'où viennent les institutions, des institutions comme la famille, on ne sait pas d'où ça vient, on a une ignorance complète à ce sujet. Deuxièmement, à quoi ça sert? On a une ignorance complète à ce sujet. Et l'autre ignorance, c'est moi-même. À quoi est-ce que je sers? Ou du moins, quelle est l'utilité de moi, quoi? À quoi est-ce que je suis utile? Pourquoi je suis là et tout et tout? Est-ce que, parce que moi, je pense que quand on ignore, du moins, je sais, quand on ignore quelque chose, on ne peut pas forcément bien l'utiliser. On ne peut pas forcément bien savourer ou bien savourer les éléments de cette chose. Exemple, les institutions. Je suis sûr que si je promène mon micro, et je vais d'ailleurs essayer de le faire peut-être cette semaine, je vais commencer à demander aux gens, OK, d'où vient la famille? Comme ça, j'essaie de voir ce qu'ils en pensent et à quoi est-ce que ça sert. Et comme ça, je vais évaluer parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'une institution existe? Pourquoi? Parce que pour ma part, je sais que l'institution existe pour survivre à nous. C'est-à-dire qu'on a trouvé que moi, je vais vivre un cours. Et c'est suffisamment égoïste, en tout cas, en fait. Et OK, comme je vais vivre très court, un laps de temps très court, il faut que ma renommée reste, mon renom reste. Et donc, de là est partie la notion de la famille. OK, mon nom. C'est pour ça qu'il y a dans les familles, il y a le nom. OK, par exemple, on dit Mayim, enfant Mayim, petit-fils Mayim, ainsi Mayim, Mayim petit. C'est-à-dire pour perpétrer, pour continuer à exister après que je ne sois plus là, tu vois. Donc, les institutions, quelles qu'elles soient, existent déjà pour survivre à nous. Maintenant, deuxième chose, normalement, ça doit servir à quoi? Ça doit servir à servir, c'est-à-dire à t'être utile là où tu es incapable d'arriver. Par exemple, je prends un exemple simple pour la famille. Euh, dans les villages, on faisait souvent que quand tu veux abattre la forêt, quand tu veux travailler ton champ, ok, toi seul, quand tu regardes le champ, c'est un morceau dur à croquer. Et puis la période du travail est court parce que il faut peut-être travailler pendant un mois pour que il faut abattre par exemple la forêt pendant un mois le temps que ça sèche et qu'on brûle et tout et tout.
Et ensuite, il faudra faire. Donc, comme les périodes sont courtes et il faut un gros travail, la famille sert à ça. OK, on se rassemble, on réalise un objectif pour une personne et ça peut être perpétué pour les autres. C'est-à-dire que, OK, nous travaillons en groupe, nous sommes un groupe pour s'entraider lorsqu'il y a des difficultés ou bien lorsqu'on veut euh, overcome a situation, lorsqu'on veut bref, c'est pour aider non seulement à la vie de l'individu, mais de la communauté aussi. Mais porté à son extrême maintenant, ça a pris une telle ampleur qu'on ne la questionne plus. Et les gens ne savent même plus pourquoi c'est là. OK, pourquoi est-ce que j'appartiens à une famille? Donc, j'ai l'impression que l'ignorance, là, cette ignorance, est aussi la cause du fait que les gens ne questionnent pas. On ne sait pas pourquoi c'est là. Bon, on utilise seulement ça comme ça. Donc, peut-être faudrait-il que les gens aillent se renseigner sur pourquoi est-ce que les institutions existent. Et ici, on parle de l'institution familiale, parce que la même chose peut être faite dans les autres institutions. Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? À quoi ça me sert? À moi. Parce que l'une des choses qu'on perd très rapidement, dès qu'on s'identifie à une institution, l'une des choses qu'on perd le plus rapidement, c'est sa, sa pensée critique. Enfin, je l'ai remarqué, j'ai appartenu à un groupe fondamentaliste pendant très longtemps. La pensée critique est farouchement remise en cause. Et, pardon, excusez-moi. Une chose que je peux recommander aux gens, à ceux qui regardent cette vidéo, c'est d'aller lire un petit truc qu'on appelle la charte de Biederman. La charte de Biederman. Cette charte-là énumère un certain nombre de choses. Je crois que c'était 13 points, je ne me souviens plus. Non, 8. 8. La charte de Biederman qui énumère un certain nombre de points sur lesquels on peut examiner une institution. Et si ces différents points existent, c'est que c'est une institution coercitive et qu'elle est nocive. Quand ces points-là existent, et il faut faire ça même avec la famille. Si un de ces points-là existe dans votre famille, c'est quelque chose de coercitif. Et c'est quelque chose de nocif pour toi. Maintenant, ça peut être difficile de se séparer de sa famille. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut vivre mieux. Euh, L'autre raison qui peut venir, c'est que mais nous sommes des humains qui devons vivre en communauté, oui. Mais tu dois choisir la communauté qui... Tu peux constituer ta communauté. Une anecdote en passant, toujours avec mes frères, ils se disputaient. Tu vois, on est dans une réunion et ils se disputent sur un sujet trivial. J'étais en train de les écouter, je les regardais et le chef de famille qui me pose la question, il me dit, mais vraiment Didier, sur ce sujet-ci, et je lui demande que, bref, c'était l'emplacement du village. Comment est-ce que le village est institué? Voici la famille telle va de telle à telle, la famille telle va de telle à telle. Et on était donc en train de discuter sur ça. Les parents ont été enterrés ici, les autres ont été enterrés là-bas. Je restais tranquille, je les observais, et les esprits commençaient à s'échauffer. Et à un moment, lorsque mon tour de parole est arrivé, je leur ai dit que, je leur ai juste simplement posé la question. Est-ce que c'est compliqué de déplacer l'emplacement où le village est actuellement vers un autre emplacement? Ceux qui ont décrété que l'emplacement du village est là, ils avaient quoi, les cornes ou bien ils avaient 12 mains ou 24 yeux ou quoi? Est-ce qu'il ne nous est pas possible de décider, puisque nous sommes ici ceux qui décident pour la famille, que, OK, désormais, notre village se trouve à tel endroit. Il y a suffisamment d'espace. Et ils ont commencé à me regarder. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est même pas passé dans leur tête parce On ne qu'ils n'ont questionne pas. pas pu questionner que, mais, est-ce que nous sommes figés dans le marbre? Non. Nous avons plus de
Je vais dire quoi? Je vais dire au bas mot 1000 hectares d'espace. Et des gars se cantonnent sur un endroit qui n'atteint pas 1 hectare. Parce que lorsque je regarde la superficie, là, on commence à se disputer les endroits où la tombe est ici, l'autre tombe est là. Ça n'atteint pas 1 hectare. Est-ce que tu te rends compte de... C'est-à-dire que le blocage est tellement loin qu'on ne le voit pas. Ce sont nos parents qui ont décidé que le village est à cet endroit. D'accord. Nous aussi, nous sommes maintenant parents. Ils ne sont plus là. On peut décider que, OK, maintenant, avant, ils ont placé ce village ici, ils étaient 12 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 12. Vous êtes peut-être 500 personnes. Pourquoi vous cantonnez dans un endroit où c'était 12 personnes, c'était prévu pour 12 personnes? Maintenant, vous êtes 500 et vous avez 1000 hectares. Et tout le monde a commencé à se regarder comme si j'avais inventé le feu. Tu vois, en fait, c'était pour dire que l'emprise familiale, souvent, est à un point tel que l'esprit critique a foutu le camp. La capacité de raisonner, la capacité de réfléchir, la capacité de... Bon, bref. Donc, Comme avec cette charte de Biederman, tu l'avais oui, mentionné dans le livre que tu le lisais aussi, Gustave Le Bon, La Foule, oui, et c'est le même phénomène, c'est le même scénario que quand nous sommes dans une foule, notre niveau d'intelligence est diminué à celui le plus bas, il devient presque primitif et nous ne questionnons plus rien. La pensée critique, comme tu l'as dit, elle sort directement, elle disparaît complètement et tu n'as plus l'autorisation, le droit en fait de questionner quoi que ce soit. Et déjà même aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, questionner quelque chose, ça revient un peu comme un poisson dans l'eau qui est en train de questionner l'eau dans laquelle il est. Est-ce que vous êtes sûr que c'est seulement l'eau ou il y a encore autre chose? Tout le monde regarde comme ça, il est en train de blasphémer. Là, tu es en train justement, de c'est un blasphème. blasphémer. Et déjà, wow, celui-là, il est en train de blasphémer. Enlevez-le d'ici. Donc, c'est déjà, dès que tu commences à challenger les pensées, surtout les pensées les plus profondes d'une personne, tu commences à challenger son existence, tout ce dont sur quoi la personne a construit son existence. Tu commences déjà à challenger cela. C'est, voilà, d'où la personne devient violent, agressif, parce qu'elle veut protéger son existence. Ça devient une question existentielle que la personne inconsciemment développe. Et quand j'étais en train d'expliquer ce point-là, je suis encore allé dans une autre page de, concernant l'abus des enfants à la maison. Et ceci est National Children's Alliance. Et ici, il donne encore un peu plus de détails où il montre que un enfant sur quatre, une fille sur quatre est agressée sexuellement. Là, on parle des enfants. Wow. Une fille sur quatre. Pour les Wow. garçons, un sur 13. Et ça, c'est seulement aux États-Unis. Et là, ils disent aux États-Unis. Maintenant, en Europe, un sur 5. Oh putain. Et de façon générale, ils disent 1 milliard d'enfants Wow. sont affectés de la section, à estimer Un d'être milliard. d'avoir expérimenté l'abus sexuel. Expérimenté, oui. La violence sexuelle. 1 milliard d'enfants. Wow. Imagine si on dit, OK, la population c'est peut-être 8 milliards, 4 milliards ce sont les adultes, ça veut dire, ouais, un quart des enfants subissent un abus sexuel. 12,5% de la population terrestre. 12,5%, mais c'est un fléau. Et tout ça dans les familles, généralement. Oui, Et jusqu'ici, personne ne questionne la famille. La famille est tellement sacrée, c'est bizarre, ça.
C'est bizarre. À quel point on protège les abuseurs, quoi. C'est-à-dire que même inconsciemment, nous protégeons les personnes qui abusent de nous, même inconsciemment. Et d'ailleurs, même, je vais dire surtout inconsciemment. Tu vois, c'est un peu pour ça que je dis que la famille, l'institution familiale ou bien les institutions ont su cacher leur jeu. Elles ont su se cacher au point de rendre la victime, c'est la victime qui est coupable. Ouais. Et voici ça qu'ils le disent Everything is ici. in reverse. Voici ça qu'ils le disent ici, que la majorité des offenders, ce sont les parents. Mhm. Oui, mais bien sûr. Ça, c'est même 77% connu. des, C'est 77% des attaqueurs, ce sont des parents, des parents, oui. des propres parents. Ouais, ça, Maintenant, les autres relatifs, unmarried partners of parents, multiple relationships with victims, others non-relatifs. Mais sinon, la majorité, ce sont des personnes qui connaissent déjà les parents. Donc, et c'est 76%. bizarre, on a quand même toujours peur des inconnus, hein. Oui, on a Alors que ce plus n'est peur pas un des inconnu inconnus que qui des va nous faire du parents, mal. mais ce sont les parents qui abusent plus des enfants que les inconnus. Incroyable. Most children victims are abused by their parents. So, donc 76%. Donc, tu vas sur ces 1 milliard qu'on dit dans le monde en général, 77% Mhm. se sont faits par les propres parents. 77 millions de parents, oui. 77 d'enfants. 700 Non. millions. 700 Oui, millions de parents. d'enfants. D'enfants. Mais non, c'est D'enfants. 700 millions de parents qui violent les enfants. Non, 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 C'est ça, non? d'enfants. Non, on dit un OK. milliard d'enfants Ah, subissent d'accord, un l'abus milliard d'enfants, sexuel. oui. Oui, oui, 77, dont 700 milliards d'entre eux sont violés par leurs parents. Oui. 700 millions, merde. Et tu sais, à une époque, on n'avait pas ce genre d'informations. Donc, c'est si intéressant. Donc, on dit 77% des enfants subissent un abus, mais 55% ce sont des abus sexuels. Ah, ah. Man, donc il y a un demi-milliard d'enfants, presque 600 qui sont Ouais. Qui subissent un violés abus sexuellement. sexuel, qui sont violés. Ouais, ouais. Ah. Attends, je vais calculer un peu 600 millions. 600 millions divisé par 8 milliards, multiplié par 100. 7%, 7,5% d'enfants. 7,5%, pardon, de la population. Parce que j'ai divisé par 8 milliards, quoi. Tu as divisé quoi par 8 milliards? J'ai divisé 600 millions d'individus parce que ce sont des individus. Naya. Donc 59%, non, N- j'ai arrondi Non. à 60%. Non, en principe, ça veut dire que 55% de la population mondiale est abusée ou bien a été abusée sexuellement. Non, on a dit 1 milliard d'enfants et dans les un Chaque milliard année. d'enfants, il y a Oui, chaque 50. année. Oui, il y a 59% de ces 1 milliard. C'est ça que je veux dire. C'est ça, non? Parce que regarde, du moins, voici comment Oui. j'interprète ça. Mhm. Chaque année, 55% d'enfants sont violés. Donc, ça OK. veut dire que les enfants qui deviennent parents aujourd'hui, à un moment, ils étaient aussi enfants Mhm. et peut-être ils ont aussi subi ça. Peut-être les chiffres augmentent ou bien diminuent avec le temps, mais moi, je ne juge Mhm. pas dans la mesure où ça a toujours été comme ça. Mhm. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que toute la population, parce que ceux qui sont parents aujourd'hui, à un moment, ils étaient aussi enfants. Mhm. Donc, ça veut dire que sur cette logique-là, 55% de la population mondiale a subi
Ah, d'accord, un abus je comprends ce sexuel. que là, comment toi tu vas en train de calculer, ouais, je comprends, Mhm. je comprends. Bon, en tout cas, de toutes les façons, c'est un fléau, c'est dramatique, c'est absolument dramatique. Et tout ça dans la famille. Et Ouais. dans la famille, c'est 77% de la famille. parce qu'on ne l'a pas questionné, on ne questionne pas la famille, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et pour les gens qui ont des réunions familiales cette année, ben, remettez en cause si la réunion familiale ne vous intéresse pas ou bien je veux dire quoi, les fêtes de Noël, on rassemble la famille, mais si vous vous sentez mal à l'aise là-bas, n'y allez pas. C'est c'est- c'est- c'est triste, mais Ça a bon. complètement été vilipendé. C'est complètement détruit. C'est où on penserait que l'enfant est le plus en sécurité, mais c'est où l'enfant est le plus en danger. Mhm, mhm. Yes. Alors, je pense que je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on va parler. Et la semaine prochaine, est-ce que je serai même là? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mhm. Donc, toi, qu'on peut Mais bon, regarder. Mais peut-être pour conclure cela, pour conclure, hein. donc, un enfant abusé, c'est très facile pour cet enfant d'abuser aussi ses enfants, les personnes autour de lui, parce qu'on a cette colère-là et cette rage-là à l'intérieur de nous. Pire encore, quand cela vient du parent, on se sent encore doublement blessé parce que la personne qui est censée te protéger, c'est cette personne-là qui te blesse. Voilà pourquoi toute friction avec le parent est très significative pour l'enfant. Tu peux dire à un enfant, ah, tu es nul, mais l'enfant s'en fout. Mais si son parent lui dit tu es nul, alors cela reste gravé sur l'enfant pour toute sa vie. Donc, le parent, c'est quelque chose, c'est vraiment le Dieu sur la terre. Parce que c'est lui qui crée vraiment la génération, les enfants, c'est lui qui programme, c'est lui qui est vraiment le créateur de ces petits êtres-là qui deviennent plus tard des adultes. Et si nous mettons énormément l'accent sur créer un monde qui est meilleur pour tous, c'est aussi pour éviter toutes ces choses-là. Pour éviter cela, parce que pourquoi est-ce qu'un parent se retrouve à faire des choses pareilles? Et peut-être encore, pour montrer encore jusqu'où est-ce que les choses comme ça vont, je regardais quelque chose, je suis vers, je ne sais pas si c'était un documentaire ou bien quoi, et puis on a parlé de ce monsieur-ci, et quand je l'ai regardé, et c'est là que ouais, j'ai découvert encore vraiment des choses qui se passent. Il y a ce monsieur-ci, du nom de Joseph Fritzl. Et je pense qu'il est né en Autriche. Et c'est là qu'il a grandi. L'histoire, en fait, de ce monsieur-ci, c'est il séquestre sa propre fille quand elle avait 18 ans. Bon, il y a toute une histoire là-bas. C'est vraiment, c'est de la magie. Mais déjà, un monsieur, bon, quand on décrit un peu sa biographie, il a eu pas mal de soucis déjà dans son enfance où il allait de maison en maison, sa maman allait dans ma home où elle était abusée, lui-même aussi il était abusé. Donc, ce qui fait que déjà, une enfance est très instable. Et plus tard alors, il se marie, il a une femme et à un moment donné, ils ont des enfants. Et il commence à abuser ses enfants, bon, surtout une. Elisabeth à partir de 11 ans, du moins ce qu'on raconte dans dans le documentaire. Et à un moment donné, alors, je pense quand sa fille a 15 ans, elle fuit de la maison. Et on lance la police, on fait tout, et après 2 semaines, on la retrouve. Et alors qu'on la retrouve, bon, revient à la maison et puis elle commence à faire une formation pour ses études de telle sorte qu'elle puisse se prendre en charge, aller travailler par elle-même. Donc, il continue comme ça. Mais pendant tout ce temps-là, donc, son papa, il avait des idées en tête, mais personne ne le savait. Il avait un sous-sol.
Et ce n'était pas directement en dessous de leur maison, c'était à côté. C'était dans une autre maison dont il avait un sous-sol. Et il passait beaucoup de temps là-bas, mais on ne savait pas trop ce qu'il fait. Et quand sa fille a eu 18 ans, celle-ci, Elisabeth, un jour alors, il demande à sa fille de l'aider pour aller fixer une porte dans ce sous-sol-là. Et ils arrivent là-bas, c'est là alors que il pousse sa fille, il met dans la chambre, il pousse sa fille dans la pièce, il ferme la porte. Et c'était donc là le début d'une histoire intéressante. Long story short, sa fille a passé 25 ans dans cette pièce. Oh putain. Sa fille a passé 25 ans dans cette pièce et, la cerise sur le gâteau, elle a eu 7 enfants avec lui. 7. Elle a eu 7 enfants avec lui. Et c'est après 25 ans, on découvre cela parce que un de leurs enfants, un de son enfant avec sa fille, à 19 ans, il avait des problèmes. Et il ne voulait pas l'amener à l'hôpital. On a dit, non, tu dois... Et sa fille, la maman, sa fille, sa femme, la maman de son enfant, histoire compliquée, elle lui a supplié que pardon, 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 envoie l'enfant à l'hôpital. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et sur ces 7 enfants qu'ils ont eus, un enfant est décédé à la naissance et il a incinéré l'enfant directement, qui est décédé. Et alors, à 19 ans, quand celui-là a des problèmes, on envoie l'enfant à l'hôpital. Et à l'hôpital, alors, on se rend compte que ça ne va pas, les conditions de l'enfant ne sont pas bonnes. On dit, OK, on a besoin de retrouver la maman de l'enfant. Et il dit non, il ne connaît pas où sa fille est. Et alors, les médias, alors en Autriche, ils ont fait, ils ont reporté, ils ont mis cela partout, à la télé, à la radio, que si vous trouvez cette fille-ci, Elisabeth Fritzl, il faut lui demander vraiment de passer en urgence parce que la vie de son fils en dépend. Et c'est là alors que sa fille, sa femme, sa fille, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si c'est sa fille, si c'est sa femme, sa concubine, ou c'est quoi que ce soit. Elle le supplie alors que, pardon, laisse-moi là à l'hôpital. Elle le supplie, elle le supplie, elle le supplie jusqu'à ce que, bon, il cède. C'est qu'elle arrive alors à l'hôpital qu'on se rend compte que, mais, elle est bizarre. Donc, imagine quelqu'un qui a vécu 25 ans au sous-sol. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est Pas bizarre, de c'est là lumière donc de que... soleil. Exactement. C'est là qu'on se dit, mais c'est bizarre. Et c'est là que la police va donc chez lui, on débarque, c'est là qu'on découvre tout cela. Et le monsieur est toujours en vie. Il a 90 ans présentement. Et sa fille, pareil, je pense qu'elle a peut-être 46 ans, un truc comme ça aujourd'hui. Et c'est celle-ci, là. On ne sait même pas s'il y a de nouvelles photos d'elle ou pas. Mais et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Donc, ce sont des choses que, quand nous parlons de créer un monde meilleur, c'est déjà pour que le parent ne tombe pas dans ces situations-là où il est complètement traumatisé, où il est obligé de faire des choses comme ça sur ses propres enfants. Je vais vraiment mettre fin à cela, de telle sorte que vous puissiez vraiment dormir tranquille. Parce que certaines mamans, inconsciemment, elles ont cette peur-là, que si mon mari fait. Les mamans ont cette peur. Oh Une ouais, maman, elle disait qu'elle a peur de laisser sa fille avec son mari, son bébé ça fille. c'est compliqué Elle dit ça. qu'elle a peur. Je dis pourquoi? Elle dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle a juste jonglé ça comme ça, mais je comprends. Moi, je comprends cette peur-là. Je comprends les pensées qu'elle a dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est justifié. Mais on devait, imagine que toi, maman, tu as peur de laisser ton enfant avec son propre papa. Avec son père. Donc, c'est, quand nous parlons de l'éducation, ce sont des choses comme ça que nous parlons. Quand nous parlons de créer un monde meilleur, c'est pour que des choses comme ça ne se passent plus. Pour que chaque enfant puisse vraiment
obtenir l'éducation dont tu as besoin, l'épanouissement dont tu as besoin, pour que nous puissions avoir des êtres humains sains plus tard dans la vie. Yes. Et je le répète encore, le monde actuel est le résultat des parents. Le monde actuel, avec toutes ses horreurs, c'est le résultat des parents. Et donc, malheureusement, nous, le monde que nous allons laisser sera notre résultat. Sera notre résultat à nous. Alors, quel est le résultat que moi, je vais laisser? Ah, ce n'est certainement pas celui de Joseph Fritzl. Certainement pas. Certainement pas. Et la seule chose à faire, c'est de guérir ces traumas, tous ces traumas de l'enfance-là. À une certaine époque, je n'imaginais pas que ça pouvait avoir un tel effet parce que je n'avais pas. Parfois, je me disais même que c'est une excuse. C'est-à-dire qu'on veut excuser le comportement de quelqu'un en reliant ça à ce qu'il a vécu dans l'enfance. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que si ces traumas-là existent, ils ont de l'effet, surtout parce qu'ils sont passés déjà dans le niveau inconscient. Et le travail qu'ils font là-bas est catastrophique. Et donc, vraiment, il faut utiliser TechnoTutor. Hein, c'est tout ce que je peux voir en ce moment-ci comme, comme alternative. Parce que là, bref, je vais regarder cette histoire de Joseph là et puis Mhm. c'est inimaginable. OK. Ok, super. Donc, on se dit à la semaine prochaine et excellente semaine. Bye bye. Bye.